Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture d'un livre de Balzac qui s'intitule Illusion perdue. Je vous lis donc la première partie qui s'intitule Les deux poètes. Je poursuis donc cette lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Ce lendemain fut pour Lucien une de ces journées où les jeunes gens s'arrachent quelques cheveux en se jurant à eux-mêmes de ne pas continuer le sot métier de soupirant. Il s'était accoutumé à sa position. Le poète, qui avait si timidement pris une chaise dans le boudoir sacré de la reine d'Angoulême, s'était métamorphosé en amoureux exigeant. 6 mois avaient suffi pour qu'il se crût l'égal de Louise. Et il voulait alors en être le maître. Il partit de chez lui se promettant d'être très déraisonnable, de mettre sa vie en jeu, d'employer toutes les ressources d'une éloquence enflammée, de dire qu'il avait la tête perdue, qu'il était incapable d'avoir une pensée ni d'écrire une ligne. Il existe chez certaines femmes une horreur des partis pris, qui fait honneur à leur délicatesse. Elles aiment à céder à l'entraînement et non à des conventions. Généralement, personne ne veut d'un plaisir imposé. Madame de Bargeton remarqua sur le front de Lucien, dans ses yeux, dans sa physionomie et dans ses manières, cet air agité, qui trahit une résolution arrêtée. Il se proposa de la déjouer, un peu par esprit de contradiction, mais aussi par une noble attente de l'amour. Une noble entente, de l'amour. Une femme exagérée, en femme exagérée, elle s'exagérait la valeur de sa personne. À ses yeux, Madame de Bargeton était une souveraine, une Béatrix, une Laure. Elle s'asseyait, comme au Moyen-Âge, sous le dais du tournoi littéraire, et Lucien devait la mériter après plusieurs victoires. Il avait à effacer l'enfant sublime, Lamartine, Walter Scott, Byron. La noble créature considérait son amour comme un principe généreux. Les désirs qu'elle inspirait à Lucien devaient être une cause de gloire pour lui. Ce donquichotisme féminin est un sentiment qui donne à l'amour une consécration respectable. Elle l'utilise, elle l'agrandit, elle l'honore. Obstinée à jouer le rôle de Dulcinée dans la vie de Lucien pendant 7 à 8 ans, Madame de Bargeton voulait, comme beaucoup de femmes de province, faire acheter sa personne par une espèce de servage, par un temps de constance qui lui permit de juger son ami. Quand Lucien eut engagé la lutte par une de ces fortes bouderies dont se rient les femmes encore libres d'elles-mêmes, et qui n'attristent que les femmes aimées, Louise prit un air digne, et commença l'un de ses longs discours bardés de mots pompeux. « Est-ce là ce que vous m'aviez promis, Lucien ?» dit-elle en finissant. « Ne mettez pas dans un présent si doux des remords qui plus tard empoisonneraient ma vie. Ne gâtez pas l'avenir. Et je le dis avec orgueil, ne gâtez pas le présent. N'avez-vous pas tout mon cœur? Que vous faut-il donc? Votre amour se laisserait-il influencer par les sens, tandis que le plus beau privilège d'une femme aimée est de leur imposer silence? Pour qui me prenez-vous donc? Ne suis-je donc plus votre Béatrix? Si je ne suis pas pour vous quelque chose de plus qu'une femme, je suis moins qu'une femme. Vous ne diriez pas autre chose à un homme que vous n'aimeriez pas, s'écria Lucien furieux. Si vous ne sentez pas tout ce qu'il y a de véritable amour dans mes idées, vous ne serez jamais digne de moi. Vous mettez mon amour en doute pour vous dispenser d'y répondre, dit Lucien en se jetant à ses pieds en pleurant. Le pauvre garçon pleura sérieusement. En se voyant pour si longtemps à la porte du paradis, ce fut des larmes de poète qui se croyait humilié dans sa puissance, des larmes d'enfant au désespoir de se voir refuser le jouet qu'il demande. « Vous ne m'avez jamais aimé », s'écria-t-il. « Vous ne croyez pas ce que vous dites ?» répondit-elle flattée de cette violence. « Prouvez-moi donc que vous êtes à moi », dit Lucien, échevelé. En ce moment, Stanislas arriva sans être entendu.
vit Lucien à demi renversé, les larmes aux yeux et la tête appuyée sur les genoux de Louise. Satisfait de ce tableau suffisamment suspect, Stanislas se replia brusquement sur du Châtelet, qui se tenait à la porte du salon. Madame de Bargeton s'élança vivement, mais elle n'atteignit pas les deux espions, qui s'étaient précipitamment retirés comme des gens importants. « Qui donc est venu ?» demanda-t-elle à ses gens. « Messieurs de Chandour et du Châtelet », répondit Gentil, son vieux valet de chambre. Elle rentra dans son boudoir, pâle et tremblant. « S'ils vous ont vu ainsi, je suis perdue, dit-elle à Lucien. Tant mieux, s'écria le poète. Elle sourit à ce cri d'égoïsme plein d'amour. En province, une semblable aventure s'aggrave par la manière dont elle se raconte. En un moment, chacun sut que Lucien avait été surpris aux genoux de Naïs. Monsieur de Chandour, heureux de l'importance que lui donnait cette affaire, alla d'abord raconter le grand événement au cercle, puis de maison en maison. Du Châtelet s'empressa de dire partout qu'il n'avait rien vu. Jamais en se mettant ainsi en dehors du fait, il excitait Stanislas à parler. Il lui faisait enchérir sur les détails, et Stanislas, se trouvant spirituel, en ajoutait de nouveau à chaque récit. Le soir, la société afflua chez Amélie. Car le soir, les versions les plus exagérées circulaient dans Angoulême, noble, où chaque narrateur avait imité Stanislas. Femmes et hommes étaient impatients de connaître la vérité. Les femmes qui se voilaient la face en criant le plus au scandale, à la perversité, étaient précisément Amélie, Zéphirine, Fifine, Lolotte, qui toutes étaient plus ou moins grevées de bonheur illicite. Le cruel thème se variait sur tous les tons. « Eh bien, disait l'une, cette pauvre Naïs, vous savez, moi je ne le crois pas. Elle a devant elle toute une vie irréprochable, elle est beaucoup trop fière pour être autre chose que la protectrice de monsieur Chardon. Mais si c'est cela, je la plains de tout mon cœur. Elle est d'autant plus à plaindre qu'elle se donne un ridicule affreux, car elle pourrait être la mère de monsieur Lulu, comme l'appelait Jacques. Ce poétrio a tout au plus 22 ans, et Naïs, entre nous soit dit, a bien 40 ans. Moi, disait Châtelet, et je trouve que la situation dans laquelle était monsieur de Rubempré prouve l'innocence de Naïs. On ne se met pas à genoux pour redemander ce qu'on a déjà eu. C'est selon, dit Francis d'un air aigriard, qui lui valut de Zéphirine une œillade improbative. Mais dites-nous donc bien ce qui en est, demandait-on à Stanislas en se formant en comité secret dans un coin du salon. Stanislas avait fini par composer un petit conte plein de gravelures, et l'accompagnait de gestes et de poses qui incriminaient prodigieusement la chose. « C'est incroyable, répétait-on. « À midi, disait l'une. Naïs aurait été la dernière que j'eusse soupçonnée. Que va-t-elle faire ?» Puis des commentaires, des suppositions infinies. Du Châtelet défendait Madame de Bargeton, mais il la défendait si maladroitement qu'il attisait le feu du commérage au lieu de l'éteindre. Lily, désolée de la chute du plus bel ange de l'Olympe angoumoisin, alla tout en pleurs colporter la nouvelle à l'évêché. Quand la ville entière fut bien certainement en rumeur, l'heureux du Châtelet alla chez Madame de Bargeton, où il n'y avait hélas qu'une seule table de whist. Il demanda diplomatiquement à Naïs d'aller causer avec elle dans son boudoir. Tous deux s'assirent sur le petit canapé. « Vous savez sans doute, dit du Châtelet à voix basse, ce dont tout Angoulême s'occupe. »« Non, dit-elle. »« Eh bien, reprit-il, je suis trop votre ami pour vous le laisser ignorer. Je dois vous mettre à même de faire cesser les calomnies, sans doute inventées par Amélie qui a l'outrecuidance de se croire votre rival. Je venais ce matin vous voir avec ce singe de Stanislas qui me précédait de quelques pas. Lorsqu'en arrivant là, dit-il en montrant la porte du boudoir, il prétend vous avoir vu avec monsieur de Rubempré dans une situation qui ne lui permettait pas d'entrer. Il est revenu sur moi tout effaré en m'entraînant sans me laisser le temps de me reconnaître. Et nous étions à Beaulieu quand il me dit la raison de sa retraite. Si je l'avais connu, je n'aurais pas bougé de chez vous, afin d'éclaircir cette affaire à votre avantage. Mais revenir chez vous, après en être sorti, ne prouvait plus rien. Maintenant que Stanislas
ait vu de travers ou qu'il ait raison, il doit avoir tort. Chère Naïs, ne laissez pas jouer votre vie, votre honneur, votre avenir par un sot. Imposez-lui silence à l'instant. Vous connaissez ma situation ici. Quoique j'y ai besoin de tout le monde, je vous suis entièrement dévouée. Disposez d'une vie qui vous appartient. Quoique vous ayez repoussé mes vœux, mon cœur sera toujours à vous, et en toute occasion, je vous prouverai combien... J'arrive pas à le dire. Et en toute occasion, je vous prouverai combien je vous aime. Oui, je veillerai sur vous comme un fidèle serviteur, sans espoir de récompense, uniquement pour le plaisir que je trouve à vous servir, même à votre insu. Ce matin, j'ai partout dit que j'étais à la porte du salon et que je n'avais rien vu. Si l'on vous demande qui vous a instruit des propos tenus sur vous, servez-vous de moi. Je serais bien glorieux d'être votre défenseur dévoué. Mais entre nous, M. de Bargeton est le seul qui puisse demander raison à Stanislas. Quand ce petit Rubempré aurait fait quelque folie, l'honneur d'une femme ne saurait être à la merci du premier étourdi qui se met à ses pieds. Voilà ce que j'ai dit. Naïs remercia du Châtelet pour une inclination de tête et demeura pensive. Elle était fatiguée jusqu'au dégoût de la vie de province. Au premier mot de du Châtelet, elle avait jeté les yeux sur Paris. Le silence de Madame de Bargeton mettait son savant adorateur dans une situation gênante. « Disposez de moi, dit-il, je vous le répète. »« Merci, répondit-elle. »« Que comptez-vous faire ?»« Je verrai. » Long silence. « Aimez-vous donc tant ce petit Rubempré ?» Elle laissa échapper un superbe sourire et se croisa les bras en regardant les rideaux de son boudoir. Du Châtelet sortit sans avoir pu déchiffrer ce cœur de femme altière. Quand Lucien et les 4 fidèles vieillards qui étaient venus faire leur partie sans s'émouvoir de ces cancans problématiques furent partis, Madame de Bargeton arrêta son mari, qui se disposait à s'aller coucher, en ouvrant la bouche pour souhaiter une bonne nuit à sa femme. « Venez par ici, mon cher, j'ai à vous parler, » dit-elle avec une sorte de solennité. Monsieur de Bargeton suivit sa femme dans le boudoir. « Monsieur, lui dit-elle, j'ai peut-être eu tort de mettre dans mes soins protecteurs envers monsieur de Rubempré une chaleur aussi mal comprise par les sottes gens de cette ville que par lui-même. Ce matin, Lucien s'est jeté à mes pieds, là, en me faisant une déclaration d'amour. Stanislas est entré dans le moment où je relevais cet enfant, au mépris des devoirs que la courtoisie impose à un gentilhomme envers une femme en toute espèce de circonstance. Il a prétendu m'avoir surprise dans une situation équivoque avec ce garçon, que je traitais alors comme il le mérite. Si ce jeune écervelé savait les calomnies auxquelles sa folie donne lieu, je le connais, il irait insulter Stanislas et le forcerait à se battre. Cette action serait comme un aveu public de son amour. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre femme est pure. Mais vous penserez qu'il y a quelque chose de déshonorant pour vous et pour moi à ce que ce soit M. de Rubempré qui la défende. Allez à l'instant chez Stanislas et demandez-lui sérieusement raison des insultants propos qu'il a tenus sur moi. Songez que vous ne devez pas souffrir, que l'affaire s'arrange, à moins qu'il ne se rétracte en présence de témoins, nombreux et importants. Vous conquérerez ainsi l'estime de tous les honnêtes gens. Vous vous conduirez en homme d'esprit, en galant homme, et vous aurez des droits à mon estime. Je vais faire partir Gentil à cheval pour l'Escarbas. Mon père doit être votre témoin. Malgré son âge, je le sais homme à fouler aux pieds cette poupée qui noircit la réputation d'une nègreplisse. Vous avez le choix des armes. Battez-vous au pistolet, vous tirez à merveille. J'y vais, reprit M. de Bargeton qui prit sa canne et son chapeau. Bien, mon ami, dit sa femme émue. Voilà comme j'aime les hommes. Vous êtes un gentilhomme. Elle lui présenta son front à baiser, que le vieillard baisa tout heureux et fier. Cette femme qui portait une espèce de sentiment maternel à ce grand enfant ne put réprimer une larme en entendant retenir la porte cochère quand elle se referma sur lui. « Comme il m'aime », se dit-elle.
Le pauvre homme tient à la vie, et cependant il la perdrait sans regret pour moi. Monsieur de Bargeton ne s'inquiétait pas d'avoir à s'aligner le lendemain devant un homme, à regarder froidement la bouche d'un pistolet dirigé sur lui. Non, il n'était embarrassé que d'une seule chose. Et il en frémissait tout en allant chez monsieur de Chandour. « Que vais-je dire ?» pensa-t-il. « Naïs aurait bien dû me faire un thème. » Et il se creusait la cervelle afin de formuler quelques phrases qui ne fussent point ridicules. Mais les gens qui vivent, comme vivait monsieur de Bargeton, dans un silence imposé par l'étroitesse de leur esprit et leur peu de portée, ont dans les grandes circonstances de la vie une solennité toute faite. Parlant peu, il leur échappe naturellement peu de sottises. Puis réfléchissant beaucoup à ce qu'ils doivent dire, leur extrême défiance d'eux-mêmes les porte à si bien étudier leur discours qu'ils s'expriment à merveille par un phénomène pareil à celui qui délia les langues, à la naisse de Balaam. Aussi, monsieur de Bargeton se comporta-t-il comme un homme supérieur. Il justifia l'opinion de ceux qui le regardaient comme un philosophe de l'école de Pythagore. Il entra chez Stanislas à 11 heures du soir et y trouva nombreuses compagnies. Il alla saluer silencieusement Amélie et offrit à chacun son niais sourire qui, dans les circonstances présentes, parut profondément ironique. Il se fit alors un grand silence, comme dans la nature à l'approche d'un orage. Châtelet, qui était revenu, regarda tour à tour d'une façon très significative monsieur de Bargeton et Stanislas, que le mari, offensé, aborda poliment. Du Châtelet comprit le sens d'une visite faite à une heure où ce vieillard était toujours couché. Naïs agitait évidemment ce bras débile, et comme la position auprès d'Amélie lui donnait le droit de se mêler des affaires du ménage, il se leva, prit monsieur de Bargeton à part et lui dit « Vous voulez parler à Stanislas ?»« Oui, » dit le bonhomme heureux d'avoir un entremetteur qui peut-être prendrait la parole pour lui. « Eh bien, allez dans la chambre à coucher d'Amélie. » lui répondit le directeur des contributions, heureux de ce duel qui pouvait rendre monsieur de Bargeton veuve en lui interdisant d'épouser Lucien, la cause du duel. Stanislas, dit du Châtelet à monsieur de Chandour, Bargeton vient sans doute vous demander raison des propos que vous tenez sur Naïs. Venez chez votre femme et conduisez-vous tous deux en gentilshommes. Ne faites point de bruit, affectez beaucoup de politesse. Ayez enfin toute la froideur d'une dignité britannique. En un moment, Stanislas et du Châtelet vinrent trouver Bargeton. « Monsieur, dit le mari offensé, vous prétendez avoir trouvé madame de Bargeton dans une situation équivoque avec monsieur de Rubempré ?»« Avec monsieur Chardon, reprit ironiquement Stanislas qui ne croyait pas Bargeton un homme fort. « Soit, reprit le mari. Si vous ne démentez pas ce propos en présence de la société qui est chez vous en ce moment, je vous prie de prendre un témoin. Mon beau-père, monsieur de Nègreplis, viendra vous chercher à 4 heures du matin. Faisons chacun nos dispositions, car l'affaire ne peut s'arranger que de la manière que je viens d'indiquer. Je choisis le pistolet. Je suis l'offensé. » Durant le chemin, monsieur de Bargeton avait ruminé ce discours. Le plus long qu'il eût fait en sa vie. Il l'eût dit sans passion et de l'air le plus simple du monde. Stanislas pâlit et se dit en lui-même « Qu'ai-je vu après tout ?» Mais entre la honte de démentir ses propos devant toute la ville, en présence de ce muet qui paraissait ne pas vouloir entendre raillerie, et la peur, la hideuse peur qui lui serrait le cou de ses mains brûlantes, il choisit le péril le plus éloigné. « C'est bien, à demain, » dit-il à monsieur de Bargeton en pensant que l'affaire pourrait s'arranger. Les 3 hommes rentrèrent, et chacun étudia leur physionomie. Du Châtelet souriait. Monsieur de Bargeton était absolument comme s'il se trouvait chez lui, mais Stanislas se montra blême. À cet aspect, quelques femmes devinèrent l'objet de la conférence. Ces mots. Ils se battent. Circulèrent d'oreille en oreille. La moitié de l'assemblée pensa que Stanislas avait tort. Sa pâleur et sa contenance accusaient un mensonge. L'autre moitié admira la tenue de monsieur de Bargeton. Du Châtelet fit le grave et le mystérieux. Après être resté quelques instants à examiner les visages, monsieur de Bargeton se retira. « Avez-vous des pistolets ?» dit Châtelet à l'oreille de Stanislas qui frissonna de la tête aux pieds.
Amélie comprit tout et se trouva mal. Les femmes s'empressèrent de la porter dans la chambre à coucher. Il y eut une rumeur affreuse, tout le monde parlait à la fois. Les hommes restèrent dans le salon et déclarèrent d'une voix unanime, que M. de Bargeton était dans son droit. « Auriez-vous cru le bonhomme capable de se conduire ainsi ?» dit M. de Saintot. « Mais, dit l'impitoyable Jacques, dans sa jeunesse, il était un des plus forts sous les armes. Mon père m'a souvent parlé des exploits de Bargeton. »« Bah, vous les mettrez à 20 pas. Et ils se manqueront, et si vous prenez des pistolets de cavalerie, dit Francis à Châtelet. Quand tout le monde fut parti, Châtelet rassura Stanislas et sa femme, en leur expliquant que tout irait bien. Et que dans un duel entre un homme de 60 ans et un homme de 36, celui-ci avait tout l'avantage. Le lendemain matin, au moment où Lucien déjeunait avec David, qui était revenu de Marsac sans son père, Madame Chardon entra tout effarée. « Eh bien, Lucien, sais-tu la nouvelle dont on parle jusque dans le marché ? Monsieur de Bargeton a presque tué monsieur de Chandour, ce matin à 5 heures, dans le pré de monsieur Tulloy. Un nom qui donne lieu à des calembours. Il paraît que monsieur de Chandour a dit hier qu'il t'avait surpris avec madame de Bargeton. »« C'est faux. Madame de Bargeton est innocente, s'écria Lucien. Un homme de la campagne à qui j'ai entendu raconter les détails avait tout vu de dessus sa charrette. Monsieur de Nègreplis était venu dès 3 heures du matin pour assister monsieur de Bargeton. Il a dit à monsieur de Chandour que s'il arrivait malheur à son gendre, il se chargeait de le venger. Un officier du régiment de cavalerie a prêté ses pistolets. Ils ont été essayés à plusieurs reprises par monsieur de Nègreplis. Monsieur du Châtelet voulait s'opposer à ce qu'on exerçât les pistolets. Mais l'officier que l'on avait pris pour arbitre a dit qu'à moins de se conduire comme des enfants, on devait se servir d'armes en état. Les témoins ont placé les deux adversaires à 25 pas, l'un de l'autre. Monsieur de Bargeton, qui était là comme s'il se promenait, a tiré le premier et logé une balle dans le cou de monsieur de Chandour, qui est tombé sans pouvoir riposter. Le chirurgien de l'hôpital a déclaré tout à l'heure que monsieur de Chandour aura le coup de travers pour le reste de ses jours. Je suis venue te dire l'issue de ce duel pour que tu n'ailles pas chez madame de Bargeton ou que tu ne te montres pas dans Angoulême, car quelques amis de monsieur de Chandour pourraient te provoquer. En ce moment, Gentil, le valet de chambre de monsieur de Bargeton, entra, conduit par l'apprenti de l'imprimerie, et remit à Lucien une lettre de Louise. Vous avez sans doute appris, mon ami, l'issue du duel entre Chandour et mon mari. Nous ne recevrons personne aujourd'hui. Soyez prudents, ne vous montrez pas. Je vous le demande au nom de l'affection que vous avez pour moi. Ne trouvez-vous pas que le meilleur emploi de cette triste journée est de venir écouter votre Béatrix, dont la vie est toute changée par cet événement et qui a 1000 choses à vous dire. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.